Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. Un convoyeur de fonds qui disparaît avec 11 millions d'euros. Le suspect s'est volatilisé hier à Lyon. Il aurait profité de failles dans les procédures de sécurité. Sa photo est diffusée à toutes les frontières. Tuerie sur une base militaire au Texas, 13 morts, 30 blessés. Un officier américain a ouvert le feu avant d'être maîtrisé. Ces mobiles sont inconnus pour le moment et ils devraient être prochainement envoyés en Afghanistan. Chirac-Sarkozy, c'est l'image politique du jour à la Sorbonne. La fondation de l'ancien président de la République a remis son premier prix pour la prévention des conflits. Le chef de l'État a dit son plaisir d'être aux côtés de son prédécesseur. 6 millions de personnes à risque recevront à partir de demain dans leur boîte aux lettres une convocation pour se faire vacciner contre la grippe A. Reste à savoir combien de personnes s'y rendront. Les sondages prévoient une faible participation. Grande participation en revanche attendue au concert de Yannick Noah. Le chanteur prépare une tournée dont les places sont en vente depuis ce matin. En direct de New York, il nous parlera de ses prochains rendez-vous avec le public et nous dira peut-être enfin pourquoi il chante pieds nus. Bonsoir Yannick Noah, on vous retrouve tout à l'heure. Bonsoir. On parle déjà de casse du siècle. Comment un convoyeur de fonds a-t-il pu se volatiliser avec 11 millions d'euros? C'est une première en France. Recherché depuis hier après-midi par toutes les polices de France, le suspect est un homme d'une quarantaine d'années qui, d'après ses collègues, se comportait de façon bizarre depuis quelques mois. Denis Sébastien, Benoît Gadret, Philippe Fivet. Il s'appelle Tony Musulin, il a 39 ans, il est le convoyeur de fonds le plus recherché de France. C'est un fourgon blindé comme celui-ci qu'il conduisait hier. Dans le véhicule, 11 600 000 euros chargés ici à la Banque de France. En plus du chauffeur, il y a deux autres convoyeurs à bord. L'équipage fait étape devant cette succursale de la société Loomis. Les deux convoyeurs descendent. Lorsqu'ils reviennent quelques instants plus tard, le fourgon et son chauffeur ont disparu. Le véhicule sera retrouvé 2 heures plus tard, totalement vide, sans que le coffre ait été forcé. Logiquement, le chauffeur ne veut pas pénétrer à l'intérieur de la cellule coffre du fourgon blindé. Et pourquoi il a pu là? Parce qu'il a récupéré un système qu'il n'aurait jamais dû avoir. Dans un premier temps, les enquêteurs se demandent si le chauffeur, employé depuis 10 ans, n'a pas été victime d'une prise d'otage. Mais cette hypothèse est vite écartée, notamment lorsque les policiers perquisitionnent son logement. C'est devenu le suspect numéro 1 très rapidement. Il avait déjà, fin octobre, liquidé ses comptes bancaires et même créé un découvert sur un compte. Que d'autre part, lors de la perquisition à son domicile, le ménage avait été fait, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que il n'y avait pas de lit sur le lit, il n'y avait pas de drap, tous les papiers personnels avaient disparu. Tony Musulin habitait ce quartier de Villeurbanne, pas ou peu de famille, un homme plutôt solitaire et réservé. Il n'était pas démonstratif, du tout, très discret. Adepte de culturisme, le convoyeur avait ses habitudes dans ce club et semble-t-il des moyens financiers bien supérieurs à ses revenus de simple employé. Il m'avait dit qu'il gérait une société, il louait des voitures de sport sur les circuits. Des voitures de luxe? Voitures de luxe, voilà, tout à fait. Et il venait avec Oui, il a eu l'occasion, donc j'ai vu, moi, il venait avec une Ferrari. Un Ferrari, alors le modèle je sais pas, mais une très belle Ferrari. Selon nos informations, le convoyeur avait acheté cette voiture en avril dernier, 120 000 euros. Le portrait du suspect a été diffusé aux frontières et dans plusieurs pays européens. Quant au butin, il devrait pouvoir être écoulé. Les billets sont certes numérotés, mais ils n'avaient pas été répertoriés. Bien entendu, de nombreuses questions se posent au lendemain de ce fric-frac de grande ampleur. Pourquoi le convoyeur était-il seul, sans escorte policière, alors que la somme à transporter était si importante? Ce sont peut-être des fautes de procédure de sécurité qui auraient permis ce vol spectaculaire. Hakim Abdelkalek, Mathieu Bierden. Les assurances ne rembourseront sans doute jamais la société de transport de fonds. Trop de négligence, semble-t-il, dans les procédures de sécurité. Tout d'abord, les convoyeurs de Loomis transportaient plus de 11 millions d'euros, mais l'assurance ne couvrait que 7 millions. Au-dessus de ce plafond, les employés doivent en principe faire plusieurs trajets ou demander une escorte policière. Si on dépasse cette somme plafond, on peut faire effectivement appel aux forces de l'ordre pour avoir une escorte. Là, c'est ce qui n'a pas été le cas. Quand un fourgon sort de la Banque de France, il doit aller directement livrer l'argent aux banques. Or, les convoyeurs se sont arrêtés en chemin. Le chauffeur a peut-être profité de l'inexpérience de ses deux collègues pour leur imposer un arrêt. Troisième défaillance, le chauffeur n'a en principe jamais accès aux billets. Un de ses collègues transfère l'argent, le troisième assure la surveillance. Mais pour une raison indéterminée, à Lyon, le conducteur possédait une clé magnétique pour ouvrir les coffres. Généralement, la deuxième clé, je dirais, c'est un des deux convoyeurs qui est dehors, qui l'a. Donc là-dessus, on ne sait pas comment, effectivement, il a accédé.
Les 11 millions d'euros étaient répartis dans 49 petits sacs, un volume qui tient dans le coffre d'une berline. La société Loomis se défend de tout manquement dans ses procédures. Elle annonce qu'un audit sur le respect des mesures de sécurité a été engagé. Et en direct de Lyon, on retrouve Virginie Fichet. Bonsoir. Est-ce que l'enquête progresse ce soir, Virginie ? Eh bien écoutez, à ce point de l'enquête, il reste évidemment bien plus de questions que de certitudes, mais il y en a au moins une ce soir. Il n'y a toujours aucune trace de Tony Musulin. Et d'après le procureur de la République, il est même fort probable qu'il soit déjà à l'étranger. Dans les hypothèses que les enquêteurs écartent peu à peu, il y a celle d'un acte réalisé sous la contrainte. L'entourage de l'homme était restreint, il était décrit comme solitaire. Tous ses proches ont été entendus, notamment son père, et aucun n'a fait l'objet de menaces. Et puis il y a surtout un détail pratique, un point qui interpelle les enquêteurs. Comment un homme seul a-t-il pu en quelques minutes seulement transférer 49 sacs qui contenaient les 11 millions d'euros du fourgon au coffre d'une voiture et ensuite gérer sa fuite sans l'aide de réseaux organisés? Alors ce sont des détails logistiques mais qui permettent ce soir aux enquêteurs d'envisager d'éventuelles complicités évidemment. Merci beaucoup Virginie Fichet en direct de Lyon. Fort Hood, Texas, la plus grande base militaire américaine. C'est là qu'hier un officier a ouvert le feu dans un bâtiment où de nombreux soldats étaient soumis à des examens médicaux. Le mobile de la fusillade reste flou. On sait seulement que ce psychiatre de 39 ans devait être envoyé prochainement en Afghanistan. Alain de Chalvron et Aaron Diamond sont nos correspondants. Voilà le tireur, le commandant Nidal Malik Hassan, quelques heures avant la fusillade filmée par la caméra de surveillance d'un petit supermarché. Il paraît décontracté et surtout affiche ses origines arabes par sa tenue, ce qui n'est pas inhabituel aux États-Unis mais tout de même peu fréquent au fin fond du Texas. Le major est pourtant né aux États-Unis, donc américain de naissance. Sa famille venait de Palestine. À 13h30 hier, il a revêtu son uniforme d'officier pour pénétrer dans une grande salle où plusieurs centaines de soldats reçoivent un diplôme avant de partir sur le terrain en Irak ou en Afghanistan. Il a un pistolet dans chaque main, crie Allahu Akbar et vide plusieurs chargeurs pendant 10 minutes, faisant 13 morts et une trentaine de blessés. Les gens couraient partout, on essayait d'aider les blessés. On a tenté de les transporter jusqu'aux ambulances. Il y avait une grande confusion. Sur place, il y avait environ 400 personnes. Dans la confusion, les autorités ont l'impression que le commandant Hassan avait 2 complices. Arrêtés pendant quelques heures, ils seront mis hors de cause pour le plus grand soulagement des généraux qui ont craint un moment avoir affaire à un vrai complot. Il n'y avait qu'un tireur qui a été touché à plusieurs reprises, mais il n'est pas mort. Il est aux arrêts et son état est stable. Nidal Malik Hassan pourra donc en dire plus sur ses motivations. Il devait être déployé en Afghanistan et cette affectation le révoltait. D'après ses amis, il se sentait brimé et humilié du fait de sa religion. Mais au travail, il était psychiatre au service de santé. Il était irréprochable. Il était très dévoué auprès de ses patients, il était extrêmement sérieux dans son travail. Jusqu'à aujourd'hui, il était un atout pour notre service. L'Amérique en tout cas est sous le choc jusqu'à la Maison-Blanche. Et en direct de Washington, on retrouve notre correspondant. Bonsoir Alain de Chalvron. Alors le drame du Texas touche un point sensible de l'Amérique qui craint désormais que le terrorisme ne vienne plus uniquement de l'extérieur. Oui, le vrai cauchemar des Américains, c'est un terrorisme intérieur, ce qu'on appelle ici un home ground terrorisme, c'est-à-dire commis par des citoyens américains qui sont nés ici, qui ont vécu ici, qui ont grandi ici. Et c'est le cas du Major Hassan, justement. Il est né aux États-Unis, il a été éduqué en Virginie. Pour les Américains, c'est un Américain de souche. Il pourrait être, par exemple, président de la République s'il est postulé. Alors, le cauchemar des cauchemars, c'est un terrorisme comme ça, intérieur de cette nature, mais à l'intérieur de l'armée, parce qu'à l'intérieur de l'armée, c'est normal d'avoir des armes. Les officiers peuvent aller et venir dans les casernes à peu près librement, puis ils peuvent avoir accès à des informations confidentielles. Alors le seul point positif dans cette affaire, c'est qu'il ait agi seul. Il n'y a donc pas eu de complot terroriste, mais c'est suffisamment grave comme ça, et en tout cas, le président Obama prend l'affaire très au sérieux. Il y a eu une sorte de réunion de crise hier à la Maison-Blanche et il a promis d'aller sur place au Texas dans les jours qui viennent. Merci Alain pour ces précisions en direct de Washington. Et on apprend ce soir qu'une autre fusillade a fait au moins 2 morts et 6 blessés dans un immeuble de bureau d'Orlando, en Floride. Vous voyez ces images filmées d'hélicoptères. Le tireur serait en fuite.
À partir de demain, 6 millions de personnes jugées à risque recevront par courrier une convocation pour la vaccination contre la grippe A. La campagne débutera le 12 novembre dans 1000 centres en France où l'on se prépare déjà à accueillir les patients, comme à Suresnes, en région parisienne, où José Blanc-Lapierre et Valérie Lucas ont assisté à une simulation. Janine Noblet, 76 ans, se prête au jeu. Aujourd'hui ? Très bien, donc je vais vous demander votre... Une répétition organisée hier par la mairie de Suresnes. Je laisse vous diriger vers ma collègue ensuite. Première étape, décliner son identité, puis remplir un questionnaire. Avez-vous de la fièvre? Êtes-vous allergique à l'œuf? Vous faites l'objet d'une contre-indication à une vaccination? Non. Pour l'instant, cette retraitée fait semblant, mais quant à se faire vacciner... Bon, ben, je crois que j'ai tout rempli. Hein. Si c'est nécessaire de la faire, je la ferai. Vous avez bien coché comme... Troisième guichet, contrôle du questionnaire et signature. Le volontaire donne son accord pour être vacciné. Voilà, je vais... Et parmi le personnel d'encadrement, il y a aussi des sceptiques. Donc, vous êtes venu... Je ne suis pas volontaire pour la vaccination. Pourquoi? Parce que c'est ma conviction personnelle. Autre étape obligatoire, un entretien avec un médecin pour vérifier encore une quelconque contre-indication. On vous a tout donné pour les explications. Au total, 200 agents municipaux mobilisés pendant 4 mois pour vacciner jusqu'à 32 000 résidents avec des arguments pour convaincre. Si on a ce virus chez les enfants et surtout chez les petits nourrissons, en même temps que les bronchiolites, ils seront très malades. Les bons de vaccination devraient commencer à arriver dans les boîtes aux lettres dès demain. 6 millions de personnes sont concernées par ce premier envoi, notamment l'entourage des moins de 6 mois, les asthmatiques, les insuffisants respiratoires. Chirac, Sarkozy, plus que la raison de la rencontre, c'est la rencontre elle-même qui aura marqué la journée. La Fondation Jacques Chirac remettait à la Sorbonne son premier prix pour la prévention des conflits. Le président de la République a dit son plaisir d'être là et fait allusion aux propos de son prédécesseur dans ses mémoires publiés hier. Alexandre Carrard. Deux présidents, le sourire aux lèvres. Ce n'est pas toujours l'image à laquelle nous avaient habitués les deux hommes. Et pourtant, entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, c'est désormais le temps des apartés complices et même des amabilités. Votre présence, Monsieur le Président de la République, est un encouragement particulièrement significatif et auquel nous sommes particulièrement sensibles. Et pour souligner encore cette proximité, Nicolas Sarkozy s'offre le luxe d'un tutoiement un peu inhabituel. Tu avais dit devant l'Assemblée générale des Nations Unies, la planète brûle, il y a urgence, il faut qu'on y aille. Tu avais fait inscrire dans la Constitution française le principe de précaution. Deux hommes dans un moment difficile. Un ex-président rattrapé par l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. Un président en exercice en baisse dans les sondages. Signe que les temps changent pour l'occasion, Nicolas Sarkozy a oublié la rupture, il lui préfère aujourd'hui la continuité. C'est pas tous les jours que j'ai le plaisir d'être aux côtés de Jacques Chirac et au fond, c'est une vision de la France civilisée et apaisée que celle qui montre la continuité des responsabilités et qui montre également le respect, ce qui ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout ou qu'on a été sur tout, si j'ai lu un bon livre, récemment sorti en librairie. Donc, plus question de divergence. Peut-être aussi parce qu'en ces temps agités de mi-mandat, Nicolas Sarkozy a plus besoin que jamais de réconcilier son propre camp. Même si la première pierre ne sera posée que le 21 avril prochain, il s'agit déjà de l'une des plus grandes mosquées de France. Le permis de construire de la future grande mosquée de Marseille a été remis ce matin par le maire de la ville, Jean-Claude Gaudin, à l'association chargée de la réaliser. L'édifice sera construit dans le 15e arrondissement pour un coût de 22 millions d'euros. Berlin, 20 ans, suite de notre série à 3 jours des cérémonies de commémoration de la chute du mur que vous pourrez bien entendu suivre en direct sur France 2. 9 novembre 1989, au milieu des milliers d'anonymes qui cette nuit-là à Berlin s'engouffrent dans la brèche du mur. Il y a une femme de 35 ans, elle s'appelle Angela Merkel. Nos envoyés spéciaux Sam Assoula et Brice Boussoir ont recueilli le témoignage de celle qui est devenue la première chancelière de l'histoire dans une ville réunifiée qui 20 ans après se souvient. La porte de Brandebourg, emblème de la fracture Est-Ouest. Ici qu'un mur éphémère divise à nouveau Berlin.
Sur 1500 mètres, 1000 dominos géants en polystyrène. Lundi soir, ils s'écrouleront un à un pour symboliser la chute du mur. Tous, sauf un. Ce mystérieux paquet livré en secret aujourd'hui est un domino en béton. Il arrive de Chine. Quand on l'a reçu, on a réalisé qu'il ne faisait pas 20 kilos, mais 1,5 tonne. C'est l'idée d'un artiste chinois, le symbole que dans le monde, il reste encore des murs, dans les têtes et les cœurs. Plus que jamais, Berlin réveille sa mémoire, à commencer par Angela Merkel. Avare de détails sur sa vie à l'Est, la chancelière allemande a accepté de nous raconter sa chute du mur. Elle avait 35 ans et sortait du sauna. C'était phénoménal. Je revivrai jamais un tel moment. Ce soir-là, j'ai traversé le pont à la Bornholmstrasse. Et il y avait des groupes de gens que je ne connaissais pas. J'ai parlé avec eux et on est passé. On s'est retrouvés je ne sais pas comment dans un appartement à l'ouest près du pont et ensemble on a bu de la bière. Puis la chercheuse en physique s'extrait de la foule pour retourner sagement à l'est, dormir, car elle travaille tôt le matin. Le lendemain, je n'arrivais pas à réaliser que ça allait durer, que ce n'était pas juste pour un jour et après on referme. Je suis donc retournée une deuxième fois à l'ouest avec ma sœur voir des amis et là j'ai compris que c'était ouvert pour toujours. Un moment historique que Berlin commémorera lundi en présence des grands dirigeants de ce monde. Mais c'est à Lech Walesa que reviendra l'honneur de pousser le premier domino qui marquera les 20 ans de la chute du rideau de fer. C'est la première fois depuis l'accident que les proches des victimes se retrouvent ensemble, aussi nombreux. Les familles des passagers du vol Air France 447 Rio-Paris sont arrivées tout à l'heure au Brésil. Elles doivent assister à une cérémonie d'hommage. Des familles déçues qui ont été déboutées hier de leur demande d'un poste d'observateur supplémentaire en vue de la 3e phase de recherche. Je rappelle qu'il y avait 228 personnes à bord de l'Airbus qui s'est abîmé dans l'Atlantique le 1er juin dernier. Le 14 juillet dernier, en Somalie, 2 agents de la DGSE, le renseignement français, étaient enlevés à leur hôtel en plein cœur de Mogadiscio. L'un des 2 otages avait réussi à s'échapper. Mais où en sont aujourd'hui les négociations pour la libération du 2e, toujours détenu? Alors que plus personne, ni journaliste, ni ONG, ne peut entrer dans la ville, plongée dans la guerre civile, l'une de nos équipes est retournée sur place pour enquêter. Renaud Bernard, Tristan Lebras. D'ordinaire, on ne voit jamais leur visage. C'est un agent de la DGSE, les services secrets français. Conseiller militaire du gouvernement somalien, il avait été enlevé par les islamistes pendant 40 jours. Il a pu s'évader, il est exfiltré du pays. Mais dans cette ville minée par 20 ans de guerre civile, un autre agent français reste aux mains des fidèles d'Al-Qaïda. Le retrouver, c'est la mission de Mohamed Gandhi. Ce franco-somalien est ministre dans le gouvernement local. Pour comprendre ce qui s'est passé, il nous emmène à l'hôtel Sahafi. Le bâtiment se trouve au cœur de la ville. Il est protégé par le gouvernement. C'est ici que les agents français logeaient. Ça, c'est leur formulaire. Sur leur fiche, un nom d'emprunt, aucune profession précisée. Juste un numéro de passeport diplomatique reconnaissable aux lettres C et D au milieu. Les 2 agents logés au 2e étage, le directeur de l'hôtel nous y emmène. C'était leur chambre. Il est gêné que les ravisseurs soient parvenus jusqu'à la chambre des 2 agents français. C'est une erreur des gardiens. Les ravisseurs se sont fait passer pour une escorte officielle. Ils portaient des uniformes. Pour donner le change, ils ont même déposé leurs armes dans la cour avant d'entrer. Aujourd'hui, l'otage français se trouverait quelque part, là-bas, le fief des islamistes, inaccessible au gouvernement. Voici les premières revendications des ravisseurs, un communiqué en français qui demande l'arrêt du soutien militaire de Paris au gouvernement somalien et plus aucune opération contre les pirates. Mais depuis quelques jours, leurs exigences seraient devenues plus prosaïques. Il y a des négociations, il y a des contacts entre le gouvernement et les ravisseurs. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent de l'argent normalement. Combien? Ils ont demandé des millions. Des millions de dollars. Le gouvernement somalien se dit prêt à payer la rançon. Chez le Premier ministre, on affirme surtout qu'à aucun prix on ne veut perdre le soutien militaire de la France. La capacité militaire de nos forces et celle des islamistes sont les mêmes. On a des kalachnikovs, ils ont des kalachnikovs. On a des lance-roquettes, eux aussi. Pour l'amour de Dieu, on a besoin de votre aide.
Parce qu'il estime qu'il y a urgence, Mohamed Gandhi veut nous montrer une partie des armes utilisées par les combattants à Mogadiscio. Ça, c'est ce qu'ils ont récupéré, les gens qui se sont battus, qui faisaient un checkpoint ou qui attaquaient la ville. Comme pour prouver encore que malgré cet enlèvement qui dure depuis près de 4 mois, l'aide militaire de la France est plus que jamais nécessaire. Il est 20h18 à suivre dans votre journal. Dénoncer ses collègues de bureau, des dispositifs pour inciter les salariés à la délation existent dans certaines entreprises. Ce qui est nouveau, c'est que la pratique commence à être contestée devant les tribunaux. 9 mois après la crise aux Antilles, Nicolas Sarkozy annonce 137 mesures pour l'outre-mer et un secrétariat d'État qui se transforme en ministère. Et puis l'ultra populaire Yannick Noah prépare une grande tournée. Il sera en direct dans quelques minutes depuis New York, où il a élu domicile il y a plus d'1 an maintenant. Mais d'abord, un nouvel incident à la centrale nucléaire du Tricastin dans la Drôme. Les opérations de maintenance ont été suspendues sur le réacteur numéro 2 après un problème lors du déchargement de barres d'uranium. Les explications de Laurence Decherf. Un incident qui préoccupe les équipes de la centrale nucléaire de Tricastin. Dans un des réacteurs, l'activité est totalement suspendue. Habituellement, lorsque les barres de combustible sont usagées, comme ici au fond de l'eau, elles sont déplacées une par une dans une piscine pour y être stockées pendant plusieurs mois. C'est lors d'un de ces déchargements de tubes remplis d'uranium que l'incident a eu lieu. Impossible de décrocher la charge de combustible suspendue au bras. Ce problème qu'il est un événement, un aléa technique qui n'a aucun impact sur la sûreté, ni sur l'environnement, ni sur le personnel, est géré actuellement de la manière, avec le retour d'expérience des précédents événements. Nous savons comment nous y prendre et nous sommes en train de développer les méthodes pour pouvoir solutionner cet aléa technique. Pas de risque pour le moment, mais si cette charge tombe, sa gaine pourrait se rompre et irradier les salariés sur place. C'est la 3e fois qu'un incident similaire a lieu en France en quelques mois et à 2 reprises dans la centrale de Tricastin. L'incident est classé au niveau 1 par EDF sur une échelle qui en compte 7. C'est la première décision de justice de ce type. Le tribunal de Caen vient de faire bloquer le dispositif d'alerte professionnelle d'une filiale normande d'un groupe américain. Comprenait un système de dénonciation de ses collègues sur Internet. Cette pratique est mise en place dans les entreprises depuis quelque temps, mais désormais la justice s'en mêle. Caroline Thébault, Françoise Mazou. Éthique pour certains, délation pour d'autres. Voici un dispositif d'alerte professionnelle. Sur ce site, tout salarié peut dénoncer de façon anonyme le comportement d'un collègue. Il peut avoir été témoin d'une infraction ou simplement entendu dire. Un dispositif que doit suspendre une entreprise normande sur décision judiciaire. Il y a quand même une atteinte à la dignité des salariés. Et cette décision, c'est aussi leur rendre justice et c'est les réhabiliter dans leurs droits. Déjà en 2005, sous la pression des salariés, Kodak avait dû renoncer à sa ligne téléphonique d'assistance, un numéro spécial pour dénoncer des pratiques douteuses. Toutes ces sociétés appartiennent en fait à des groupes américains. Or là-bas, ce dispositif est obligatoire pour les entreprises cotées en bourse. Objectif, inciter les salariés à dénoncer les patrons voyous. Mais en France, la loi est plus stricte. Il est interdit de témoigner anonymement, sauf exception, interdit aussi de commenter la vie privée. Des comportements qualifiés comme mineurs qui ne mettent pas en jeu les intérêts légitimes de l'entreprise et qui seraient des règlements de compte un peu mesquins entre salariés qui ont des rivalités professionnelles. Pour contrôler les salariés, les outils sont de plus en plus variés. Caméras, contrôle informatique, mais aussi... Bienvenue sur la pointeuse mobile. Pointeuse téléphonique. À chaque prise de service, le salarié doit appeler une boîte vocale. Garantie de sécurité, dit le fabricant. J'aime pas le mot flicage, je préfère réactivité, je préfère sécurité. Aujourd'hui, savoir où se trouvent les employés pour un employeur, c'est extrêmement important. La loi autorise la surveillance de ses employés, mais à une condition, qu'ils soient toujours informés du dispositif mis en place. Des annonces concrètes pour l'outre-mer, 9 mois après la crise qui s'était traduite par une grève générale de 44 jours en Guadeloupe et 38 en Martinique. Le président de la République veut moderniser l'outre-mer et sa relation avec la métropole. Au total, 137 mesures. Valérie Lerouge, Frédéric Bazille. Les Antillais avaient défilé dans la rue, notamment pour dénoncer les prix beaucoup plus élevés dans les DOM qu'en métropole et les abus de la grande distribution. Pour y remédier, le chef de l'État entend donc mieux contrôler la concentration des distributeurs et donner plus de pouvoir aux observatoires des prix. C'est la mesure qu'ont voulu retenir plusieurs élus d'outre-mer.
À partir du moment où le chef de l'État dit au service de l'État, dans le cadre d'un comité de suivi et d'une coordination entre les douanes et tous les autres services, il faut mettre fin à ça, la baisse du coût de la vie va augmenter le pouvoir d'achat et va faire sauter les verrous du développement. L'éducation aussi, au cœur des nouvelles mesures, avec un plan de lutte contre l'illettrisme pour les adultes et les enfants. Le chef de l'État veut aussi des universités à rayonnement international dans chaque DOM. Autant de mesures que le leader contestataire guadeloupéen balaie du revers de la main. Véritablement, la montagne, je dirais, a non pas accouché d'une souris, mais c'était véritablement une grossesse nerveuse. Enfin, le tourisme ayant beaucoup souffert durant la grève, de nouvelles lignes aériennes vont être créées pour essayer de doper les destinations d'outre-mer. Et les hôteliers vont bénéficier d'un moratoire de dette. Reste à redorer l'image des îles. Et j'ajoute que la secrétaire d'État à l'Outre-mer, Marie-Luce Pinchard, est promue ministre de l'Outre-mer, ministre à part entière, auprès du ministre de l'Intérieur. Et à La Réunion, les images toujours impressionnantes de l'éruption cette nuit du piton de la Fournaise. L'alerte 2 du plan secours a été déclenchée. Il n'y a aucune menace pour l'instant. La dernière éruption remonte au 14 décembre 2008. Ce volcan est l'un des plus actifs au monde. Il entre en moyenne 2 fois par an en activité ces dernières années. Les places pour son nouveau concert sont en vente depuis ce matin et elles devraient s'écouler très vite. Rien de surprenant, il s'agit de l'une des personnalités préférées des Français. Yannick Noah sera avec nous en direct de New York dans un instant. Mais d'abord, Abdel Mostefa a tenté de comprendre comment du sport à la scène, le chanteur a su garder ce lien privilégié avec le public, son public. Parmi 1001 facettes, commençons par le fils de footballeur, ancien tennisman passé à la chanson. Avec un sens aigu du spectacle. Nous poursuivrons avec le Globetrotter. Aujourd'hui installé à New York, symbole de métissage et fier de ses racines camerounaises. Je sais que tu es en moi. Noah, pitié, Noah. Tu sais, grand-père, ici ne crois pas. Nous ajouterons un mot sur le militant. Jamais avare d'un concert pour l'association des enfants de la Terre, parfois capable de coups de gueule, aussitôt effacé par cet éternel sourire optimiste. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, un demain à aujourd'hui. Quelque chose à perdre aussi. Pour terminer, signalons que l'an prochain, Noah repart en tournée avec un nouvel album et que pour ses 50 bougies, la personnalité préférée des Français aura tout un stade de France à ses côtés. Et on retrouve Yannick Noah en duplex de New York. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Depuis plus d'1 an, vous êtes installé aux États-Unis. Pourquoi cet exil? Excusez-moi Marie, je n'ai pas bien entendu. Alors on a un petit problème de son avec New York, manifestement. Je demandais Yannick Noah pourquoi cet exil à New York? Bah écoutez, on est à New York, moi je suis là pour retrouver, rassembler un peu ma petite famille. Voilà. Comme vous savez, j'ai mes grands, mon fils et ma fille qui sont ici, ma grande qui est à l'université ici, et mes petits. Voilà, c'est l'occasion de rassembler la famille avant de repartir au travail. Est-ce que c'est aussi, Yannick Noah, une source d'inspiration pour l'album que vous êtes en train de préparer? Bon, on est toujours stimulé, on est forcément stimulé. C'est vrai que quand je suis au milieu des miens, c'est le moment où l'inspiration revient. Il se trouve que la ville de New York m'a toujours inspiré. J'y habitais à peu près, c'est ma 14e année en fait. Et on est revenu ici l'an dernier. C'est un endroit que j'aime bien. C'est un endroit où je me ressource. C'est un endroit où j'ai beaucoup d'amis. Et même si ça me manque de me retrouver un peu d'autres potes, mes potes à Paris et maman en particulier. Bon, mais je suis bien ici et là on a commencé à travailler sur le prochain album et on est très excités. Même loin, Yannick Noah, je sais que vous gardez un œil sur la société française et vous dites qu'elle ne vous emballe pas beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pardon?
Non, je disais que même loin, vous gardiez un œil sur la société française et vous dites qu'elle ne vous emballe pas beaucoup. Pourquoi ? Que la politique ne m'emballe pas beaucoup, c'est ça la question, Marie? La société française et la politique française, oui, effectivement. Oh là, carrément. Non, bah écoutez, je lis les journaux comme tout le monde. Il y a des choses qui me plaisent, d'autres qui ne me plaisent pas. Mais bon, mais tout va bien, tout va bien. Mais vous avez dit... pas de polémique, en tout cas, de mon côté, moi ça va. Mais vous avez dit un jour, Yannick Noah, si Sarko passe, je me casse. Vous vous déclarez dans l'opposition. Vous n'avez jamais pensé justement rester en France et défendre vos positions ? On peut, vous savez, je connais beaucoup de gens qui sont en France et qui n'ont pas droit à la parole. Donc moi, quand j'ai la possibilité, je parle de mes opinions et je défends mes opinions. En attendant, bon, avant tout, je me sens avant tout père de famille. Aujourd'hui, complètement artiste, j'ai envie de chanter. Et bon, la politique m'intéresse moins que certains. Et non, je suis très content de rentrer à la maison l'année prochaine, après l'année scolaire. Une toute dernière question, Yannick Noah, que je me pose personnellement depuis longtemps. Pourquoi vous chantez pieds nus? Parce que vous avez porté des baskets toute votre vie? Mais en fait, j'avais des chaussures sur mesure et mes pieds ont grandi. Et du coup, j'ai gardé les mêmes pompes. Et j'ai toujours mal aux pieds. Voilà, et je me sens mieux pieds nus. Voilà, ça doit être des restes de mon enfance passée au Cameroun. Voilà, on aime bien être pieds nus, à poil. Mais là, il fait un peu froid, là. Là ça caille un petit peu. Je crois qu'il fait 9 degrés à New York. Merci infiniment, Yannick Noah, d'avoir été en direct avec nous. Et malgré les petites difficultés de son, avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. Un convoyeur de fonds toujours introuvable au lendemain d'un vol spectaculaire. 11 millions d'euros dérobés à Lyon. La photo du suspect est diffusée à toutes les frontières. Voilà pour l'essentiel. Demain, vous retrouverez dès 13h Laurent Delahousse. Je vous donne rendez-vous lundi pour suivre en direct sur France 2 toutes les cérémonies de commémoration du 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et je vous signale au passage la sortie du DVD du film de Patrick Rothman, édité par France Télévisions, Un mur à Berlin. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, 20h35, les petits meurtres d'Agatha Christie. Excellente soirée à vous sur France 2, merci de votre attention. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.